C'est notre rendez-vous dominical, mesdames et messieurs. Très heureuse de vous retrouver encore cette semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir quelqu'un des médias. Il est présentateur des émissions. Il est vraiment très, très connu. Je crois que je n'aurais vraiment pas à le présenter de long et à large. Je l'ai écrit sur le net que je recevais Eliezer Tambwe. Bonjour Eliezer. Bonjour Paulette. Très heureuse. Beaucoup de gens, en tout cas, j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à vous. D'ailleurs, la toute première question, Eliezer Tambwe, comment vous vous définissez personnellement? Journaliste engagé, présentateur des émissions, journaliste proche du peuple, journaliste anti-gouvernement. Comment vous vous présentez personnellement? Merci d'abord Paulette, merci de l'invitation. Je vous en prie. Merci à Congo Web de m'avoir sélectionné parmi parce que Info 7 n'est pas n'importe quelle tranche. Quand on vous invite, donc, il y a quand même une considération. Eliezer Tambwe se définit comme qui? Eliezer Tambwe, il est journaliste patriote, tout simplement. Tout simplement. Patriote, ça veut dire qui aime ce pays, au-delà de tout. Oui, en fait, on m'appelle fils d'Ibayer. Je considère que le pays m'appartient à moi seul. Et sans moi, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui peut défendre ce pays. Voilà comment je vois les choses. Voilà, vous êtes journaliste, présentateur des émissions qui sont assez connues. Hein. Peut-être moi je ne retiens pas le nom personnellement, mais comme on le sait, le journalisme mène à tout et on sait qu'en 2016, il y aura beaucoup de mes confrères et consoeurs qui vont basculer de l'autre côté, qui seront vraiment de l'autre côté, qui veulent faire la politique active. Quelle est votre ambition, Eliezer? C'est vrai que ce sont des ambitions tout à fait légitimes, mais nous allons perdre quand même. J'ai l'impression en fait que le journalisme perdra au fur et à mesure ces bons éléments parce que tout le monde veut être député, tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être sénateur. Et Eliezer Tambwe, prochain député comme Ndeko Basile, puisque vous c'est Ndeko Eliezer. C'est là que les problèmes se posent parce qu'en politique, Paulette, vous savez, on ne va pas en politique parce qu'on a vu tout le monde se jeter en politique. On ne va pas en politique parce qu'on a vu que ceux qui étaient avec nous sont appelés aujourd'hui honorables. Les honneurs, les humilités, il y a un peu de moyens, c'est pas ça. On fait la politique pour question d'intérêt général. L'intérêt général qui est différent de l'intérêt de tous et l'intérêt individuel. Il y a une confusion par moment quand on parle de l'intérêt de tous. Quelqu'un qui ne connaît pas, il peut croire qu'on a parlé de l'intérêt général. Non, ce sont deux choses différentes. Question d'intérêt général. Avant de se jeter en politique, on doit se poser la question de savoir pourquoi je vais me jeter en politique. Et aussi, il y a une difficulté, Paulette. Vous l'avez dit, certainement que ces pays, c'est un fruit des journalistes. Ça, il faut le dire. C'est grâce à un reportage que le roi des Belges a découvert un Congo qui existait quelque part. Même par rapport à la gestion, les journalistes font quand même la différence, bien qu'il y a ceux qui se sont jetés à devenir députés sans rien faire actuellement, certainement. Nous avons les gens comme les Banza Moukalai. C'est un journaliste. Nous avons des gens, Mobutu lui-même est passé par le journalisme, donc c'est ça. S'il faut que je me jette en politique, je suis en train de me poser des questions. Certainement que j'ai des sollicitations de part et d'autre. Pour la plupart des responsables des partis politiques, chacun veut que je puisse être sur la liste de son parti. Je me pose la question. Je suis Ndeko Eliezer, je défends ce que je défends. La population m'applaudit, bien sûr. Quand je vais aller là-bas, Ndeko Eliezer, seul contre 499 députés, qu'est-ce que je vais changer? Alors, il fallait commencer par demander à la population de donner les personnes compétentes, capables de défendre leurs intérêts, au lieu des opportunistes. Vous voyez ce qui se passe actuellement? C'est tout le monde qui veut devenir ingénieur, tout le monde veut construire un pont, tout le monde veut amener un transformateur pour l'électricité, tout et tout. Est-ce que derrière ces gens-là, même ceux qui ne donnaient pas quelque chose aux gens, ils deviennent hospitaliers, alors que l'hospitalité qu'ils présentent, ce n'est que la démagogie, une façon de tromper les gens. C'est pourquoi je me pose toujours la question. Puis-je aller pour être appelé demain honorable? Et qu'est-ce que je vais changer? Si je ne changerai rien, donc ça ne sert à rien, je dois encore continuer à servir mon pays là où je suis. Est-ce que vous vous retrouvez, c'est vrai que le journalisme, c'est presque une passion, c'est une vocation. Hein. Est-ce que Ndeko Eliezer se retrouve? C'est vrai qu'on se bat pour avoir quand même, ne fût-ce que le SMIC, on en parle tout le temps des salaires des journalistes, on parle des coupages, tout ça, les journalistes congolais vraiment se battent avec les moyens qu'ils ont pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que cette sollicitation-là, ça ne vous attire pas, c'est le fait d'être peut-être un peu plus mieux
que ce que vous êtes aujourd'hui? Ça ne vous attire pas? Ce qui m'attire plus, Paulette, ce n'est pas d'être mieux que ce que je suis aujourd'hui. Ce qui peut m'attirer en politique, c'est les conditions de vie de mes frères. Dans un pays où, vous trouvez, les députés sont là, en train de régner, ignorants qui sont serviteurs de ce peuple, les fonctionnaires, soit impayés, non payés, sous-payés, les militaires, nos militaires ici, vous pouvez vérifier à travers le monde, s'il y a les militaires, les policiers qu'il faut féliciter, ce sont les nôtres. Un militaire qui n'a pas mangé, avec son arme, il revient de son service, il y a les cambistes tout au long des avenues, avec des paquets d'argent, il ne fait rien, il passe bonnement. Un militaire sans aucune garantie, il accepte d'aller mourir, laisser ses enfants, sans garantie certainement. Parce que vous avez vu, c'est juste 2 Tanzaniens qu'on a tués à l'est du pays. Vous avez entendu comment les voix se sont levées. Chez nous, ce n'est pas le cas. Nos frères aujourd'hui, il y a des policiers qui sont en Centrafrique, qui posent la question où sont-ils? Comment ils vont? Aucune question. Comment ils vivent? Oui, silence des morts. Quand nous sommes devant, c'est ce qui nous amène par moment. C'est ça, si j'y arrivais de faire la politique, c'est ce qui va m'amener. Ce n'est pas parce que je vais avoir des châteaux, je vais avoir beaucoup d'argent, j'aimerais être appelé à honorable député, tout et tout. Ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les conditions de vie de nos frères. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux par rapport aux hôpitaux. On nous a construit l'hôpital du cinquantenaire. Cet hôpital-là, on l'a laissé comme ça, après avoir fait autant de tapage médiatique. Non, on ne sait pas prendre en charge nos fils que les Congolais. On est là, nous devons attendre quelques actions. Comme pendant la campagne électorale, tout le monde deviendra papa bonheur. Vous allez voir les gens se rendre dans des hôpitaux, payer les dettes de gens, et on applaudit. Donc, si je suis tenté, si un jour, Paulette qui monte, vous voyez, Ndeko Eliezer en politique, c'est pour raison de la situation politique de mon pays, je peux être tenté de faire la politique quand je vois la situation qui prévoit l'Est du pays. On nous a fait croire qu'avec l'arrivée des casques bleus, tout va se terminer. Nous avons les casques bleus, presque 20 000 casques bleus. Qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. On nous a promis les drones sont arrivés. Les massacres qui se commettent, quel est le rapport de ces drones-là? Alors que c'est une dette que le pays a encaissée. Alors, les drones sont là, on a tué Mamadou Ndala, les gens sont en train de mourir, tout autour de Beni. Là, on n'en parle pas. Nous avons plus de 8 millions de Congolais qui sont morts là-bas sous prétexte du fameux génocide du Rwanda, où les Rwandais se sont tués entre eux-mêmes. Nous, Congolais, on n'était pas dedans. Mais on va prendre autant de temps. Aujourd'hui, mes frères militaires, chapeautés par le général Didier Toumba, se battent. Ils ont même lancé Pomme Orange l'autre fois. Ils ont fait des exploits. Voilà ce qui arrive avec vos politiciens ainsi que d'autres personnes. On a dit, en guise de reconnaissance, nous pouvons quand même composer une chanson pour féliciter nos vaillants soldats. Mais, voilà, à ma grande surprise, la chanson va se transformer, c'est la récupération politique. On cite le gouverneur, on cite le ministre, on cite les députés. Aucun général qui a été cité. Ok, nous allons entrer en détail tout au long de cette émission. Voilà, nous ouvrons donc cette rétrospective, mesdames et messieurs, par l'Assemblée nationale, où s'est tenue une plénière de cette institution, et ensuite quelques députés ont réagi. Plus de détails donc dans ce condensé. C'est une mobilisation tous azimuts ici en la salle de congrès. La majorité parlementaire se veut solidaire au cours de cette plénière. Ces dernières mettent à prix la tête du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le professeur Évariste Bochab, dans l'affaire fausse commune de Maluku. L'homme est victime d'une motion de défiance initiée par l'opposition parlementaire. Ces dernières, à travers sa démarche, veut le rétablissement des responsabilités dans ces dossiers. La motion de défiance contre le professeur Évariste Bochab sera confrontée à une motion incidentielle du député national Ramazani Chadari. Il évoque la problématique des compétences de l'Assemblée nationale dans ces dossiers. Nous ne pouvons pas débattre de cette motion de défiance initiée par nos collègues d'opposition. On ne peut pas le faire par le fait que leur motion n'est pas conforme et à la Constitution et au nom de la République, et on te dit c'est que attend l'Assemblée nationale. La motion incidentielle en appelle d'autres interventions
L'opposition s'inscrit contre la démarche de Chadari. La motion de défiance, quand elle vient, sa recevabilité est constatée par les signatures. Il ne s'agit pas d'une interpellation pour que la Chambre puisse en empêcher l'opportunité et qu'ainsi la Chambre soit confisquée par une majorité. La majorité se manifeste dans ce cas à travers le vote pour ou contre la motion de défiance. Pour la majorité, la question des compétences évoquée par l'initiateur de la motion incidentielle a sa raison d'être. La motion qui doit être sécurisée dans notre Chambre, c'est celle qui est orientée sur les compétences de notre Chambre. Vous prenez un document, vous le mentionnez motion de défiance. Là-dedans, ce sont des questions des compétences exclusives des provinces. Moi, Président, qu'est-ce que vous voulez que nous avancions? Au finish, les députés nationaux de l'opposition vont quitter l'hémicycle, laissant le vote à l'appréciation de la majorité parlementaire. Cette dernière n'accordera pas son approbation à la motion de défiance. Une motion de défiance ou une motion de censure, elle se discute, elle se termine par un vote. Pas autrement. Accepter ceci, c'est accepter une démocratie au Congo, une démocratie à la manière africaine, une démocratie barbare, qui n'est pas le sens de notre combat politique pour lequel les gens sont morts. On parle quand même de morts dans ce pays, de gens qui ont été enterrés dans des conditions inhumaines et dans des conditions barbares. On ne peut pas accepter ici de venir faire le cinéma. À mon avis, on a évoqué le fait que le problème ne relevait pas du gouvernement central, mais il y a un collègue qui a dit qu'est-ce qui a justifié par exemple la présence du ministre la fois passée. Mais moi je pense que dès lors, on a déjà entendu les gens, dès lors qu'on a amené les problèmes en justice, je pense qu'il aurait été bon d'attendre que la justice fasse son travail. Nous avons préféré ne pas vivre la trahison de certains de nôtres vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis du peuple congolais. Dès lors, on ne peut évoquer une confusion entre le contrôle parlementaire dirigé à travers la motion sur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Parce que nous ne statuons pas sur des décisions de justice, nous ne comptons pas l'exécution des décisions de justice, non plus nous apprécions l'administration de la justice dans l'affaire connue à Kinshasa de fausses communes d'Omaluku. Nous voudrions statuer sur la responsabilité du ministre. Eliezer Momba, nous revenons sur cette notion de responsabilité. Vous avez suivi certains députés nationaux qui ont réagi face au rejet de cette motion de défiance face au vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Je vous repose clairement la question. À qui la responsabilité dans cette histoire de fausses communes? Au gouvernement central, au gouvernement provincial? À qui la responsabilité? Pour la responsabilité partagée. Je vais revenir sur la notion de l'État d'abord. Vous savez, l'État, ce n'est pas quelque chose qui a commencé comme ça sur la rue. C'est suite à l'insécurité que les gens s'étaient décidés de se réunir. En se réunissant, ils ont dit, on ne peut pas vivre comme ça, on doit se choisir un chef. C'est comme ça qu'a commencé l'État. Donc la sécurité est la base de cet appareil que nous appelons aujourd'hui l'État. Pourquoi je dis que la responsabilité partagée? D'un côté, il y a le gouvernement provincial qui a qualité. Moi-même, j'ai posé la question à André Kimbuta Yango, qui ne connaît même pas, qui a bien déclaré devant le média que non, mais les gens des moments, ceux qui gèrent l'hôpital ne l'avaient pas consulté. Ils ont pris les gens comme ça, ils ont amené les gens pour aller jeter dans une fosse. Tombe commune. Tombe commune, une fosse commune, c'est un peu compliqué parce que quand on parle de la tombe commune sans vouloir entrer dans les fonds des concepts, il y a ceci, il y a une tombe comme Jésus a été enterré dans une tombe commune, si on peut dire ainsi. Là, il y a des poches où on classe quelqu'un, c'est ce qu'on appelle tombe commune. Fosse commune, c'est quand on prend les gens, on les jette ensemble comme ça, on remblaye. Je crois que c'est clair à comprendre dans ce sens-là. On ne vient pas ici contredire les politiques qui du reste font leur débat, mais la différence est à ce niveau-là. À qui revient la responsabilité? D'abord,
depuis qu'on a commencé ici, on a entendu l'opposition est montée au créneau, tout et tout, d'accord. Mais l'opposition se réfère à comme soubassement les nombres avancés par le gouvernement. On n'a pas d'abord contesté qu'est-ce qui atteste qu'il n'y avait que 421 corps. C'est un problème. Il ne faut pas faire de la récupération politique. C'est l'État congolais, c'est le gouvernement qui a enterré et qui vous a donné même le chiffre. 421 en fait. Oui, 421 corps. Alors, vous restez là-bas, vous vous référez aux données fournies par l'État et vous commencez à faire des bruits. Qu'est-ce que vous proposez à la place? On ne peut pas accepter. Il fallait d'abord se poser la question. Certainement, on dit qu'il y a des fœtus, tout ça aussi, il y a à boire et à manger dans cette histoire-là, parce que je ne sais pas comment on va prendre ça, comment on va les classer. Il y a eu d'abord combien de camions qui ont amené tous ces corps-là. Ce sont des questions qu'on se pose. Comment on a su qu'il y avait un problème là-bas? Ni c'était cette maman-là qui a crié, ne sachant pas ce qu'elle disait sur la RFI, qui nous écoutait. Papa, j'étais sorti à 3 h du matin, j'ai vu les gens en train de décharger les sacs, et c'est comme ça. Et c'est sorti les fœtus qu'on descendait dans des sacs, et ça pouvait constituer comme... Ce sont des questions. La responsabilité, le gouvernement central, es-tu le responsable, oui ou non? Es-tu le responsable, mais pas directement? Dans le sens que... Vous comprenez que cette motion n'est pas aboutie parce que le gouvernement, ce sont des prérogatives du gouvernement provincial de Kinshasa. Monsieur Evariste Bochab n'est peut-être pas responsable directement de tout ça. Ouais, ils ont raison, comme l'a dit Monsieur Chadari, je crois, si je ne me trompe pas. Pas du tout. Ça, ce sont... Vous savez aussi, les députés de la majorité exagèrent quelque part. Ils ne voient pas l'intérêt général. C'est l'intérêt de la famille politique, tout simplement. Et Chadari n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a bien étudié. Il enseigne. C'est quelqu'un qui a sa tête. Mais au nom de la famille politique, on doit chercher, on dit... Non, écoutez, Paulette, l'Assemblée nationale n'a pas qualité de contrôler le gouverneur des provinces. Il y a une question de sécurité qui se pose là-bas. Le député de l'opposition vous dit que non, on doit faire clair dans cette histoire. Pourquoi on ne doit pas... Pourquoi l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne peut pas faire la même chose? Puisqu'ils ont presque les mêmes prérogatives. Pourquoi ne pas faire la même chose? Oui, mais vous savez, il y a un gouvernement central qui est contrôlé par l'Assemblée nationale. Il y a un gouvernement provincial qui est contrôlé par l'Assemblée provinciale. Au niveau du gouvernement national, l'Assemblée nationale ne pouvait pas, centrale plutôt, l'Assemblée nationale ne pouvait pas faire passer cette histoire comme si c'était des cobayes qu'on enterrait, qu'on a jetés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans notre pays? Vous voyez les présidents français se déplacer, ne fût-ce que pour un Français qu'on a tué. Ici, nous tous, avec vous, nous avons crié. Je suis Charlie, je suis Charlie. Est-ce qu'on a déjà crié aussi que non, voilà, je suis tous ces journalistes qui sont morts ici? Personne. On n'a pas dit ça. On nous impose ça. Même les journaux ici, journée internationale de ça, journée internationale. Nous commémorons ce qu'ils font là-bas. Quand il y a 421 corps, il y a de quoi attirer une attention là-dessus. On ne doit pas empêcher l'opposition de jouer ce rôle-là. Certainement, il y a les gens qui ont dit que c'est une motion alimentaire parce que ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Les motions alimentaires, ce n'est pas normal. Et moi aussi, en dehors de ça, il fallait certainement qu'Evariste Bochab, je ne sais pas pourquoi, ils reviennent à lui souvent. Evariste Bochab les a respectés la première fois. Il est venu, il a expliqué, il a montré les compétences, il a montré à quel niveau ils se sont limités avec les lois que nous avons dans ces pays. Au lieu que les législateurs puissent se jeter à réfléchir comment proposer une loi, non, on est là, on s'acharne, mais ce sont des motions. C'est de l'acharnement tout simplement. Pourquoi aussi ces gens-là n'ont pas interpellé le ministre de la Justice qui, à haute voix, il a amnistié en majorité plus de 300, mais en majorité les gens d'M23 que le porte-parole du gouvernement nous avait dit tout au début que ce sont les Rwandais et les Ougandais qui nous agressaient. On dit que ces gens-là sont en majorité au Rwanda et en Ouganda. Nous allons les amnistier pendant que c'est un autre dossier. Oui, nous avons besoin de nos frères qui sont ici pour raison de la cohésion nationale. En ce qui concerne la force commune, tombe commune, la responsabilité est partagée. Tout à fait partagée. Oui. Donc jusqu'à la fin de cette législature, on a l'impression, Elésia Tamboua, qu'aucune motion de défiance, en tout cas, n'aboutirait, parce qu'aucune, même par rapport au vice-premier ministre Thomas Louakas, ça n'a pas abouti. On a vraiment l'impression que l'opposition
ne parvient vraiment pas à faire passer son message. Même Delis Sessanga l'a dit tout à l'heure, la motion de défiance ne se discute pas. Il aurait peut-être pu passer simplement au vote et voilà. Voilà, nous continuons, nous prenons le deuxième thème. Le dialogue tant attendu se profile donc à l'horizon. Mesdames et messieurs, quelques politiques ont donné leur point de vue sur ce énième dialogue et les chefs coutumiers ne sont pas restés muets non plus. Leur point de vue dans ce condensé. Majorité et opposition peut-être bientôt autour d'une même table pour dialoguer. Déjà, un émissaire de Joseph Kabila balise le chemin. À l'UNC, l'on dit oui, moyennant quelques conditions. Les préalables sont importants et doivent être d'abord respectés avant ces dialogues. Nous disons que les M23 avaient tué, mais ils ont été amnistiés. Il n'est pas logique que nous allons sur une table de négociation pendant que le secrétaire général de l'UNC, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, est aux arrêts, injustement. À la majorité, l'on parle toujours de l'ouverture de Joseph Kabila, mais quant au préalable avant toute participation, pour Claude Machala, ils ne sont pas le bienvenu. Quant au préalable que poserait un certain groupe d'individus, je pense que ça c'est du chantage qui est lié à un zèle malvenu. Monsieur Ewanga, c'est quelqu'un qui a été rattrapé par la loi dans le cadre d'une flagrance, parce que s'il faille aller de préalable en préalable, je crois que nous risquons de retrouver bientôt dans les rues de Kinshasa, si pas dans nos cités à travers tous les pays, tous les Koulouna et autres délinquants qui... Ces kabilistes va loin dans sa réflexion et croit à la candidature de Joseph Kabila en 2016, qui selon lui ne doit pas être exclu du processus électoral. Quand on dit non, voilà, il faudra que Kabila puisse nous fixer si oui ou non il sera candidat. Je crois que ça c'est de la mauvaise foi. À moins de demander à Kabila de dire que non, je cesse d'être congolais. C'est juste pour vous dire que nous avons besoin d'un processus qui soit inclusif, c'est-à-dire un processus qui puisse concerner 70 millions de Congolais, alors moins personne. Moins personne. Que ça ne soit que l'urne qui puisse déterminer le sort de tout le monde, dont celui de Kabila. Cette position conservatrice suscite des inquiétudes à l'UNC sur la candidature de Joseph Kabila. Nous disons que le président de la République, Joseph Kabila, doit nous certifier que lui ne sera pas candidat à sa propre succession sous toutes ses formes. La nécessité et la finalité de ces nouveaux dialogues en vue suscitent beaucoup d'interrogations au sein de l'opinion qui seule une ordonnance présidentielle quant à ce pourrait rassurer. Ce sont des enchères qui sont normales. D'abord, c'est le secrétaire général de l'Alliance nationale de l'autorité traditionnelle du Congo. Fomudi Fima salue l'initiative et rappelle la nécessité de confier la tâche liée à la facilitation au pouvoir traditionnel. Le pouvoir coutumier, c'est l'image de la sagesse, c'est l'image de la maîtrise, c'est l'image de la cohésion. Si dialogue doit exister, le dialogue ne peut qu'être permanent. Ce qui est inquiétant, c'est quand on voit plutôt que les gens prennent la politique pour une adversité d'ennemis. Alors que même ceux qui vont en guerre se consultent, parlent parfois à travers des intermédiaires. Si politiquement, avec tout ce que la RDC traverse actuellement, la RDC dans l'impasse, la RDC financièrement dans un tourbillon, est-ce qu'il n'est pas temps de parler? Si le dialogue peut apaiser les tensions et permettre aux gens de réfléchir, le chef coutumier ne peut que accompagner. Même le président du pouvoir traditionnel et de l'esprit divin, chef Mpaka, va dans le même sens pour souligner l'importance d'impliquer les pouvoirs coutumiers dans cette démarche visant la réconciliation. Nous, chefs coutumiers, nous avions dit que c'est une méthode, c'est un principe que nos ancêtres utilisaient depuis longtemps. Mais ici, il y a la Constitution qui avait donné la piste de solution pour dire que lorsque la cohésion, l'entente, l'unité de ce pays est menacée, ce sont les chefs coutumiers conformément à l'article 207 qui ont la compétence de parler de ce problème, de traiter, de mettre les fils et filles de ce pays autour d'une table. Jusque-là, aucun chronogramme quant à ce dialogue n'a été indiqué. Les autorités traditionnelles souhaitent voir l'initiative être prise au plus vite en vue de baliser le chemin pour des élections apaisées.
Eliezer Tambwe, énième dialogue dans ce pays, mais là, vous êtes journaliste comme moi, quelqu'un qui fouine, qui cherche vraiment à lire à travers les lignes. Comment une information, les tractations sous coulisses peuvent-ils fuiter dans la presse? Parce qu'on sait que même dans des terres ailleurs, sous d'autres cieux, quand il y a des tractations secrètes, on n'a aucune nouvelle jusqu'à ce que la finalisation soit accomplie. Comment chez nous, on peut savoir déjà qu'il y a un émissaire du chef de l'État qui contacte tel ou tel? Comment ça peut fuiter dans la presse? Cela ne met-il pas en danger même le fait même de faire cette tractation-là? C'est l'excès de zèle tout simplement, Paulette. Dans le sens que, heureusement que le chef de l'État l'avait dit, l'autre fois qu'il n'avait même pas 7 personnes capables de l'aider, s'il en avait 15, il pouvait changer certaines choses. Ceux qui prétendent être le proche collaborateur du chef de l'État, si pas ses amis, font des histoires dans l'excès de zèle, au vu et au su de tout le monde. Même les services qui devraient aider le chef de l'État ne font rien. Bien au contraire, le service ont leur attention tournée ailleurs. Ils attendent qu'est-ce que ce journaliste-là dit, qu'est-ce que l'autre dit, alors que le danger est là permanent, à côté de vous. L'adversaire, l'ennemi n'est pas celui qui est en face de vous, celui qui est en face de vous, c'est un adversaire, mais l'ennemi, c'est lui qui est derrière vous, c'est lui qui est avec vous. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Comment est-il possible? On a organisé les concertations ici. On a décrié tout. On a cru qu'on pouvait avoir la cohésion nationale. Ça n'a pas abouti. Nous avons ce gouvernement ici, d'ailleurs, qui n'a même pas le ministère des Affaires sociales pour prouver que la population ne se retrouve pas dans ce gouvernement. Non, on veut organiser les dialogues pour apaiser les esprits. Dès lors qu'on a commencé les contacts, on commence à faire le tapage médiatique. C'est pour montrer à l'opinion que tous ces gens ici qui prétendent et croient que c'est ça, c'est diaboliser les gens qu'ils sollicitent leurs mains pour la cohésion nationale. Non, ils disent, ils veulent faire passer un message comme quoi les gens sur qui vous comptez, ils sont en fait des traîtres en mangeoire avec nous. C'est ça la difficulté. Et qui a été envoyé? Et pourquoi l'information a filtré? Ce n'est pas le ministère lui-même qui a dévoilé les secrets. Qu'est-ce qui a fait que la télévision puisse faire les tapages? Si vous avez bien suivi la télé parlait moins du MLC. Ils disent, bon, nous sommes habitués avec eux parce qu'ils font l'opposition républicaine. Ils parlent moins de l'UNC, mais ils parlent plus de l'UDPS. En ce moment, il y a un émissaire de Joseph Kabila qui est en train de transmettre un message important. Qu'est-ce que ça a à voir? Le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Le peuple congolais a besoin des résultats. Le peuple congolais n'a pas besoin de photos. Le peuple congolais a besoin de réalités. Mais c'est une difficulté et que c'est leur chef. C'est le chef de l'État qui le met en difficulté. Mais je l'ai toujours dit, Paulette. Tous ces gens ici qui prétendaient être, en tout cas, le plus proche de Mobutu, l'ont dénoncé, l'ont réuni juste quelques minutes après, jusqu'à déclarer à la télé que non, ils buvaient du sang. Et quand ils buvaient là, toi, tu ne buvais pas aussi. C'est ça le problème. C'est ce qui va arriver. Même les histoires ici, des monuments, tout ce qui dansent là. Vous allez voir, un jour, ils vont changer de langage. Ce dialogue, pour vous, c'est important. On doit quand même dialoguer parce qu'on sent un certain blocage, Eliezer Mamba, surtout par rapport au calendrier électoral et tout. On doit toujours se mettre autour d'une table pour trouver la solution. Est-ce que cette fois-ci, j'ai lu quelque part, j'ai vu que le MLC, même l'UNC 12, dit c'est pas cette fois-ci pour partager le gâteau. Non, ils disent non, c'est pas pour partager un gâteau, pas pour des postes ministériels, mais cette fois-ci, c'est vraiment pour baliser les terrains pour que les élections se déroulent calmement. Oui, le dialogue n'est pas mauvais. Le dialogue est constitutionnel. Le dialogue est coutumier. Parce que dans même les chefs coutumiers le disent. Dans nos coutumes, chaque fois qu'il y avait un problème, nos ancêtres se mettaient ensemble et parlaient. Mais maintenant, les petits soucis, Paulette, dans ce dialogue-là, on va parler de quoi? Est-ce qu'après ce dialogue-là, on va respecter les délais constitutionnels? Parce qu'on a fait beaucoup de tapages. Ne touche pas à ma constitution, ne touche pas à mon article, tout. Après les dialogues, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de décision politique alors que nos frères sont morts pour cette histoire ici. On leur a dit, voilà, on veut toucher à la loi électorale, c'est pour prolonger les mandats. Vous avez vu les manifestations du 19, 20, 21. Les gens sont morts et les familles ont perdu des gens. Ce n'est pas pour que vous, politiciens, que vous puissiez faire vos théâtres. Après, les théâtres sanguinaires, vous faites vos théâtres, après vous allez vous retrouver, vous partagez des postes, et bien vous violez vous-même la Constitution. C'est ça le petit souci qui est là. De l'autre côté, il y aura dialogue certainement. L'IDP s'est réclamé le dialogue, que la communauté internationale puisse convoquer le dialogue. Selon l'accord-cadre d'Addis Abeba. Oui, selon l'accord-cadre. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a contact entre l'UDPS
et le pouvoir, le régime en place, sans la communauté internationale. C'est ce qui m'inquiète un peu. Est-ce que l'UDPS a oublié sa démarche ou c'est comment? En plus, Paulette, depuis les élections de 2011, l'UDPS n'a cessé de réclamer l'impérium. Et l'UDPS ne reconnaissait pas l'actuel chef de l'État comme chef de l'État. Parce qu'il y a sa position a changé, vu la politique est dynamique. Il doit le dire tout haut pour que les gens comprennent, parce que nous avons vu deux personnes prêter serment. L'un a prêté le 21, l'autre a prêté le 23. L'un à la Cour suprême de justice, je crois, à la cité de l'OIA, et l'autre à l'IMET. Ils doivent nous dire qu'est-ce qui s'est passé finalement. Avez-vous reconnu... Mais l'UDPS va participer aux élections, il a dit clairement. Oui, ils vont participer aux élections. L'UDPS va participer en tant que qui maintenant? En tant que parti qui vient de l'opposition, même aux concertations. En tant qu'opposition ou en tant que pouvoir. Parce que l'UDPS, depuis 2011, il disait que nous ne sommes plus dans l'opposition, nous sommes déjà au pouvoir. Et il ne reconnaissait pas les gens. Comment vous allez dialoguer avec quelqu'un que vous ne reconnaissez pas? C'est ça les petits soucis. Peut-être qu'ils veulent tous mettre ça autour d'une table, mettre ça sur la table, mettre carte sur table et parler de tout ça. Si c'est pour le calendrier électoral, Paulette, je suis d'accord. Vous débattez pour ne pas aller en précipitation, pour que nous ayons les élections apaisées. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons toujours souhaité que les Congolais puissent goûter à quelque chose qui ne s'est jamais passé. La remise et reprise entre les deux chefs d'État. J'ai déjà été en Zambie. J'ai vu une fois l'ancien président Kaunda. Je le vois passer à vélo. On me dit, Iba présidente. C'est le président, c'est l'ancien président Kaunda. Il est libre dans son pays, il se promène, il est là. Pas comme ça, chaque fois que nous avons élection dans ces pays, ça doit tirer. Quand nous avons les élections, ça doit tirer. Avec Jean-Pierre Bemba, ça tirait. Et les élections de 2011, il y a des gens qui ont fait la clandestinité pendant autant de temps. Nous voulons avoir les élections apaisées. Nous voulons que nous ne puissions pas faire un pas en arrière. C'est pourquoi je disais toujours, Paulette, je ne suis pas d'accord, David, de ceux qui disent que, non, écoutez, Kabila doit partir maintenant. Non, nous allons revenir à la case de départ. Nous avons déjà avancé. Avançons. Est-ce que vous partagez le point de vue? Il y a certaines personnes qui disent que non, ce dialogue va favoriser le glissement, qu'on laisse le président travailler jusqu'en 2016. Voilà, pas besoin de lui offrir encore du temps. Il y a vraiment une certaine opinion qui pense cela, que ce dialogue favoriserait forcément un glissement. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait un cahier de charge par rapport au dialogue. C'est ce que je venais de dire, Paulette. Qu'on nous dise de quoi est-ce qu'on va débattre au dialogue. Si c'est pour le calendrier électoral, d'accord. Mais si c'est pour autre chose, parce que les politiciens, ce qu'ils font la journée, ce n'est pas ce qu'ils font la nuit. La nuit font autre chose, la journée font autre chose. Ce que nous vivons là, ce que la population est en train de vivre, ce n'est que du théâtre, le cinéma, le dessin animé tout simplement. Alors que la réalité est tout autre. Ils se retrouvent la nuit, la journée, ils viennent et c'est la population qui en pâtit. À ce stade, le dialogue n'est pas mauvais. Le dialogue est bon, mais ils doivent nous dire de quoi est-ce qu'ils vont parler. De quoi est-ce qu'ils vont parler. Ouais. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, un coup d'œil donc dans nos ministères. Nous avons sélectionné pour vous le ministère du Plan et le ministère provincial de l'Éducation de la ville de Kinshasa. Plus de détails donc dans ce condensé. Il s'est agi d'une réunion du comité de pilotage du groupe thématique sectoriel. Ce vendredi, toutes les parties prenantes étaient autour d'une table. Au menu, faire le tas des lieux du groupe thématique. Sur place, les échanges ont été fructueux puisque les participants ont mis en exergue la préparation du séminaire d'appropriation, d'identification des priorités de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le président du comité de pilotage, Olivier Kamitatou, revient ici sur les objectifs de la rencontre de ces jours. Nous faisons d'abord la revue générale de ce qui est fait. Nous allons maintenant prioriser pour les 2 prochaines années. Et finalement, nous allons élaborer le plan 2017-2021. C'est un travail de planification. Nous voulons maintenant une gestion sur des résultats. Et nous voulons que cette revue générale du programme d'action du gouvernement coïncide avec le cycle des conférences budgétaires pour que, eh bien, jusqu'à la fin de l'année et toute l'année 2016, nous soyons vraiment à prioriser les actions et à mettre les moyens là où nous voulons obtenir du résultat. Le chef de l'État, le président de la République,
le Premier ministre ont développé une vision vers l'émergence 2035-2050 et nous devons rester sur cette ligne d'horizon et commencer les actions de planification 2017-2021. Rappelons que tous les ministres présidents des groupes thématiques sectoriels sous l'impulsion du Premier ministre reviendront dans plus ou moins une semaine pour faire la revue générale de ce qui a été exécuté, prioriser les 2 dernières années et élaborer le plan d'action du gouvernement 2017-2021. Qui dit jury pratique dit dans la plupart des cas enseignement technique et professionnel. Voilà qui justifie la descente du ministre des tutelles vers quelques centres d'examen d'État commis à cet effet. Accompagné de la ministre provinciale de l'Éducation, Jean Ngbangwa va commencer son inspection à l'Institut technique Don Bosco à Massina. Ici, les autorités vont apprécier avec bonheur l'exercice pratique des finalistes en imprimerie. Il faut dire que Don Bosco est la seule école à avoir cette filière. Ce même sentiment va caractériser le ministre de l'ETP et la ministre provinciale au centre de l'ITEMAT et l'ITIGOMBE, où les finalistes s'attellent à réaliser avec succès les épreuves pratiques leur soumises, aussi bien en électricité, électronique qu'en menuiserie. Les enfants ont répondu au rendez-vous. Tous les centres sont bien pleins. Et les enfants, on les a trouvés en train de passer leurs examens. Nous avons posé des petites questions pour savoir si les examens étaient difficiles ou qu'ils avaient peur. En tout cas, ils nous ont dit qu'ils n'avaient peur de rien et que tous réussiraient. Alors, c'est pour moi une bonne impression parce que c'est la réussite qui compte au bout de tout ce qui est examen. Contrairement à d'autres filières, cette technique n'attire pas encore les filles, d'où le regret du ministre de l'ETP. Il y a des filles, mais ce qui est vrai, la participation féminine est vraiment faible. Disons même très faible. C'est pour cette raison que nous sommes vraiment obligés, dans le cadre de notre ministère qui vient d'être créé, de faire une forte sensibilisation auprès des parents, auprès des communautés, pour que les filles ne considèrent pas toujours que ce qui est technique, c'est l'apanage des hommes ou des garçons, et qu'elles viennent nombreuses. Pour rappel, ils sont près de 120 000 repartis dans près de 1200 centres à passer ces épreuves des pratiques professionnelles sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons suivi le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, qui met encore l'accent sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Il faut toujours un peu rappeler à nos téléspectateurs quelles sont vraiment pour vous, Elézer Tamboué, les grandes lignes de cet accord cadre d'Addis Abeba. Qu'est-ce que ça stipulait au fait, pour un petit rappel pour nos téléspectateurs? Bon, Paulette, d'abord, ce qui attire beaucoup plus l'attention des Congolais dans cet accord-là, c'est ce dialogue, c'est ce que les gens attendent parce que les gens ont besoin de la paix. Les gens, il y a les dossiers, les problèmes de l'Est du pays. Il fallait qu'on revienne, si les dialogues, si la communauté internationale voulait que les dialogues soient convoqués, c'est pour voir clair en ce qui concerne les élections antérieures de 2011. Donc que les gens se mettent ensemble pour qu'ils s'entendent, parce qu'on ne doit pas demeurer dans des tensions. L'un regarde à gauche et l'autre à droite, ça n'ira pas. Il fallait essayer à réconcilier. C'est ça la démarche de cet accord-là. La démarche était de réunir les Congolais, qu'ils puissent se mettre ensemble pour construire leur pays. Est-ce que cela ne... Mais les décisions prises, par exemple, lors des concertations nationales, ça tombe à l'eau. Les recommandations des concertations nationales ont refait la même erreur. Les concertations de la CNS, vous vous souvenez, c'est parti à l'eau. Il y avait des belles recommandations en 90-91 avec la conférence nationale. Belles recommandations pour les concertations nationales. Tout ça, ça tombe à l'eau. On repart toujours à zéro. C'est la difficulté, Paulette. Parce que nous avons même des lois. Nous avons des bonnes lois, mais qui souffrent d'application. On a eu autant de recommandations pendant les concertations nationales ici, qui n'ont jamais été appliquées. Ils sont là. Non, on a commencé quand même, l'amnistie, on a commencé à appliquer. Mais l'amnistie, là, vous voyez comment on évolue. C'est pourquoi, tantôt, je venais de vous dire qu'il fallait interpeller le ministre de la Justice, lui aussi, pour qu'il nous dise pourquoi il n'a privilégié que les gens d'un 23 qui ont tué ces gens-là, que le gouverneur du Nord Kivu venait de nous annoncer que le 23 se réorganise pour donner notre nom, pour venir tuer, parce qu'ils savent que demain on va les amnistier. Pendant que nos frères, qui n'ont jamais tué même pas une mouche, sont là en train de croupir. Notre confrère, Maïté Moukebal, il est là, en prison.
Nous avons besoin de lui. Quelque part là, il y a quelque chose qui se passe. On tue les gens et on fait ça quand on dit non, nous allons aux concertations. Ce sont ceux qui ont tué les gens qui sont beaucoup plus privilégiés. Vous voyez même dans les gouvernements ici. Ceux qui reviennent, ce que j'ai toujours dit, système ya paiement mouké au Kozonga. Donc c'est juste un peu que tu vas te reposer pour revenir demain au gouvernement. C'est comme si c'est carré comme ça. On ne peut pas prendre Paulette. Nous avons vu l'expérience avec Mobutu. Mobutu a pris les gens qui n'ont jamais dirigé. Il a évolué avec eux. Vous allez partir là-bas, on dit, même ceux qui font l'enquête de loyauté, je ne sais pas c'est quelle base, de quel élément, c'est quelle base ils font leur enquête. Parce qu'on va vous dire, non, Paulette n'a jamais dirigé, Paulette d'ailleurs elle est journaliste, elle doit se limiter là-bas. Mais d'accord, ces pays, si vous devez savoir que les pays appartiennent aux journalistes, peut-être qu'elle peut faire mieux. On va demander l'expérience de 15 ans. Dans les 15 ans là que tu as géré, comment as-tu géré? Comment as-tu évolué pour que tu reviennes avec ton expérience là? C'est ça la difficulté que nous avons. À l'est du pays, on voit, pendant que les accords d'Addis Abeba là, on vise la paix, on vise l'unité des Congolais pour la reconstruction du Congo. C'est tout ce qu'il y a en gros dans ces accords. Mais nous, ici, non, on n'a pas besoin de ça. On va passer, on lit les noms sur 306 et 336 personnes, les M23 en majorité, les rebelles que nous avons taxés des Rwandais, des Ougandais hier, que nous allons amnistier, pendant que ceux qui n'ont pas tué sont là en train de croupir ici. C'est une difficulté que nous avons des lois, nous avons toujours eu des recommandations. Vous l'avez rappelé à Paulette, la conférence nationale souveraine. Tout ce qui est là, les résolutions de la conférence nationale souveraine. Pourquoi on doit revenir de réunion en réunion, de concertation en concertation, de congrès en congrès, de dialogue en dialogue, alors que les textes que nous avons ne souffrent que d'application. Qu'est-ce qu'ils vont encore donner comme élément? Et par rapport aux examens d'État, vous avez suivi la ministre provinciale qui sillonne quand même certains établissements pour voir un peu l'applicabilité de ça. Vous êtes aussi un journaliste de terrain, vous sillonnez. Pour vous, est-ce que le niveau des élèves aujourd'hui, et les heures Tamboué, ça va? Nos élèves de 6e aujourd'hui peuvent défendre vraiment valablement leur diplôme acquis? L'éducation est en baisse. Comme vous savez, Paulette, que ce soit à l'école primaire, aux humanités, tout ça. Les diplômes, les titres qu'on a là, n'est qu'une présomption de connaissances. Donc, ça n'a rien à voir. Vous devez maintenant, quand on parle de la compétence c'est quoi? La compétence, ce n'est pas les diplômes. Les diplômes, c'est la théorie. La compétence, c'est la pratique, la traduction. Tu dois traduire en expression, en pratique, ce que vous avez appris. Il y a cette difficulté-là que nous avons. L'éducation est en baisse, on peut tout chanter, mais l'éducation est en baisse. Pour preuve, Paulette, regarde tous les enfants des autorités. Ils nous disent ici qu'ils ont construit 1000 écoles. Nous applaudissons. Mais moi, je vais souvent à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les enfants se mettent encore sur les briques. Les enfants sont dans des hangars, des rameaux. Et ici, vous dites, non, voilà, nous sommes en marche, 1000 écoles. D'accord, 1000 écoles. Vos enfants là étudient où? Pourquoi vos enfants là n'étudient pas dans des écoles que vous construisez? Vous ne prenez pas en charge les enseignants, l'outil, vous n'avez pas qu'à aller à l'ISP. Combien de gens qui font d'ici là? Il faut savoir que gouverner, c'est aussi prévoir. Quand vous voyez, si vous faites la projection, d'ici 2022, on aura combien d'enseignants? D'ici 2030, on aura combien d'enseignants? Parce que tout le monde fuit. Ne veut plus être enseignant. Oui, on ne les paye pas. Ils sont soit sous-payés, soit moins payés. On va donner à quelqu'un 67 000 francs. Et les 67 000 francs là qu'on va lui donner, c'est pour payer les loyers, pour faire étudier ses enfants, pour payer du courant, pour payer de l'eau ou pour payer la télévision qu'on en parlera ici. C'est ça la difficulté. L'éducation est en baisse pour preuve. Toutes nos autorités, tous ceux qui font les affaires, le député, le ministre, tous ces gens-là, leurs enfants sont dans des écoles consulaires. Alors qu'une école consulaire, c'est la culture de ces pays-là que les enfants étudient. C'est la difficulté aussi que nous avons. Quand vous allez à l'école belge, ça n'a rien à voir avec le programme belge. Oui, c'est le programme belge avec leur culture. Quand vous allez à l'école française, c'est la même chose. L'école américaine, c'est la même chose. Mais pourquoi vous, les autorités, qui avez bien construit les écoles, vous qui faisiez croire à l'opinion que voilà, l'éducation, ça va mieux, parce que vous savez que quand même le ministre que nous avons là, c'est le vieux de tous les ministres, parce qu'il est revenu Gizenga 1, Gizenga 2, Muzito 1, Muzito 2, Matata 1, Matata 2, je ne sais pas si ça sera encore qui 1, qui 2, il est là comme un chef coutumier.
Mais tout ce que vous faites, vous glorifiez, d'accord. Mais pourquoi vos enfants là n'étudient pas dans ces écoles-là? Vous avez prôné ici, c'est ça le texte, la Constitution, la gratuité de l'enseignement. C'est où? On a dit que bon, d'abord à l'intérieur, mais pas ici. C'est une violation aussi de la Constitution. On a dit qu'à l'école primaire, l'enseignement doit être gratuit. On ne le fait pas. Le niveau, on ne voit pas. On va se précipiter parce qu'on doit proclamer vite, vite le résultat. C'est ça l'évolution. Vous vous moquez de tout. De qui là? Nous poursuivons. Soyez un peu le nombril du monde, mesdames et messieurs, par rapport aux médias. Nous vous proposons la réaction de celui qui a en tête ce ministère des médias, Lambert Mende, par rapport à la télévision terrestre, numérique terrestre. Et cette semaine, la presse a été mise en honneur. En effet, nous avons célébré cette semaine la journée mondiale de la presse. Donc Passons en revue les questions d'actualité brûlantes de l'heure au pays. Lambert Mende va s'apaisantir sur le passage de télévision de l'analogique au numérique. À ces sujets, le porte-parole du gouvernement ne décolère pas et s'en prend aux responsables de certains médias qui, selon lui, véhiculent des contre-vérités. À partir du 17 juin, le monde entier bascule dans la télévision numérique. La République démocratique du Congo n'a aucune possibilité, aucune volonté de ne pas continuer à suivre les images de la télévision, suivre les sons de la télévision. C'est pourquoi nous avons décidé de nous y lancer, nous également, dans ce basculement, dans cette migration. C'est pourquoi une campagne a été lancée et nous avons commencé avec les partenaires qui sont les patrons des médias audiovisuels. Je voudrais démentir de la manière la plus formelle tous ces mensonges qui ont été répandus par certaines de ces chaînes. Lambert Mende met en garde les sensationnalistes et invite la population à ne pas céder ni à la peur, moins encore à la panique. Oui, il y aura un basculement, mais non, il n'y aura pas d'écran noir, ni à Kinshasa, ni à l'intérieur du pays. Ce sont des mensonges. Vous continuerez à voir cela parce que votre gouvernement y a veillé. Il y aura une période de simulcast où on continuera à émettre et à recevoir en analogique, en même temps qu'on continuera à émettre et à recevoir en numérique, jusqu'à ce que nous éteindrons l'analogique après avoir eu l'assurance que tout le monde peut continuer maintenant à nous suivre, à suivre la télévision en numérique, parce que nous aurons mis tous les matériels nécessaires pour adapter les vieux récepteurs, tout le matériel nécessaire pour que tous les ménages soient en mesure de suivre. C'est une affaire de gouvernement. Ne politisons pas une technologie qui est mondiale. Même ceux qui émettent, même ceux qui ont aujourd'hui des stations de télévision qui n'ont pas les moyens de pouvoir les convertir, ils pourront continuer à produire en analogique et il y aura une transformation au niveau de la diffusion, puisque le diffuseur sera désormais unique. Donc l'État a prévu des interventions pour faciliter la vie et de ceux qui produisent des émissions et qui ont peur et qui veulent opposer la population à nous parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir, ou aussi permettre aussi à la population de rester connectée. Selon certains observateurs, le ministre des Médias semble avoir évolué dans sa prise de position sur la migration vers la TNT. Un appel lui est ainsi lancé pour l'abrogation de son arrêté du 28 avril, notamment son article 3, histoire de rassurer définitivement les uns et les autres. L'heure n'était pas à la grande mobilisation des chevaliers de la plume en cette salle d'un hôtel de la place. Et pourtant, la problématique débattue vaut son pesant d'or. Voilà qui justifie par exemple la présence de quelques personnalités politiques à l'ouverture de ces travaux basés sur l'apport des journalistes pour les élections apaisées en RDC. Selon GED, l'initiative fait suite à la publication par la CENI du calendrier électoral et ne vise nullement à pointer d'un doigt accusateur les différentes parties prenantes à ce débat. Ces journées déontologiques de la presse congolaise se proposent de mettre ensemble, autour d'une même table, les représentants de l'autorité politico-administrative et judiciaire impliqués dans le processus électoral, ainsi que les représentants des médias et de la société civile, afin de les sensibiliser à la nécessité de respecter et de faire respecter la liberté de la presse et de créer les conditions d'une couverture adéquate et la plus objective possible des élections en cours.
Pour l'Union nationale de la presse du Congo, Le Monde a beau commémorer la 22e édition de cette journée de la liberté de la presse. Le combat, quant à lui, est loin d'avoir touché à son terme, d'où l'appel du président national de l'UNPC à la communauté tant nationale qu'internationale à laisser prospérer le journalisme. S'agissant de la RDC, Kasonga Chilunde estime que tout est fait pour freiner la progression de la presse au pays. En témoignent ces statistiques peu flatteurs. C'est ici le moment de rappeler que notre confrère Mike Mkebaï, croupi à la prison centrale de Makala, où il purge une peine de 11 mois, pour avoir usé de sa liberté d'écrire. C'est ici également le lieu de souligner qu'un an après l'assassinat de Robert Chamwami de Goma et de l'attaque armée contre le caméraman Gira de la même ville aujourd'hui amputé d'une jambe, la profession a encore été mortellement frappée avec l'assassinat de Solange Belanga de la radio communautaire de Monkoto dans la province de l'Équateur. C'est dire que la question de la sécurité des journalistes demeure une préoccupation majeure dans notre pays. Les travaux de ces premières journées déontologiques de la presse congolaise vont se clôturer le 6 mai prochain. La cérémonie de clôture va coïncider avec la remise des récompenses aux gagnants de la 4e édition du prix Lucien Chimpompo. Le message du ministre des Médias et Communications est clair, les Tamboué. L'analogie et les numériques vont cohabiter jusqu'à ce que le tout dernier des Congolais ait sa TNT. Mais il a fustigé quand même le comportement des médias. Vous êtes des médias, je sais que vous travaillez dans une chaîne bien connue. Il a fustigé cet effet du sensationnel. Vous aimez trop le sensationnel. Vous acceptez cette remarque, les Tamboué? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on n'avait pas fait un peu peur à cette population aussi? Vous avez mal transmis cette information à ce peuple qui vous suit. Paulette, j'ai aimé seulement du fait que le ministre a évolué. Nous savons que ce n'est pas leur décision. C'est ce qu'il fallait que le ministre explique aux Congolais. C'est une imposition extérieure. On veut que l'homme blanc veut que nous puissions basculer au même moment. D'accord, nous acceptons. Mais l'autre fois, l'Afrique du Sud a refusé, Ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à basculer tout de suite. Pas dans toute l'étendue. Il y a une partie, 20% je crois, qui a la tête. Oui. Alors, à ce stade où nous sommes, quand le ministre passe les porte-paroles du gouvernement, ce n'est même pas ça ce que les Congolais attendent. Lui, se limite à voir comment on regarde la télé, et voilà, c'est les sentiments, je ne sais pas. Bon, les gens se limitent là. Ils ne voient pas combien de chômeurs qu'ils veulent créer. Combien de chômage, combien d'emplois d'abord qu'eux-mêmes ont déjà créés. Je vais vous montrer une chose. Parce que vous oubliez par moment. Vous croyez qu'avec ce qui arrive, c'est seulement nous journalistes qui allons souffrir au cas où le patron de Congo Web ne parvenait pas à acheter le matériel qu'il faut pour que nous puissions basculer. Ce sont les chômeurs, ce sont les journalistes qui vont souffrir. Non, mais il y a le petit peuple. Vous voyez le petit monsieur là qui a refusé de faire le Koulouna, qui vend les antennes. Il ne va plus vendre ces antennes. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ce monsieur-là? Mais c'est une loi internationale, et les Amamba, c'est vrai que vous l'avez dit, le blanc veut qu'on bascule ensemble. C'est la mondialisation, qu'on le veuille ou pas. Cette technologie, même l'analogie, c'est pas notre technologie, c'est la technologie des blancs. Le numérique, même, on doit suivre. C'est la mondialisation, qu'on le veuille ou pas. Mais peut-être qu'on doit essayer de s'adapter à nos propres réalités. Peut-être pas maintenant, mais après, mollo, qu'on y aille mollo. Oui. Mais on doit le faire de toutes les façons. C'est bien bon. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une imposition internationale. C'est une loi internationale, ce que vous venez de dire. Mais moi, j'attendais que le ministre dise ce qu'il a toujours dit, que nous sommes souverains. On est en mesure de nous décider tel que nous voulons. Mais c'est ce qui n'est pas arrivé, Paulette. Ouais. Moi, je crois que nous sommes devant un problème. En face, nous avons les dirigeants. De l'autre côté, les dirigés. Est-ce qu'avant que les dirigeants puissent prendre une décision ou accepter quelque chose, ratifier quelque chose, ils consultent quand même les dirigés, ils prennent leur point de vue pour se décider. C'est ce qui nous pose. Ils doivent consulter peut-être l'Assemblée nationale, peut-être. Oui, l'Assemblée nationale, c'est peut-être, parce que l'Assemblée nationale représente peut-être le peuple, ils peuvent poser la question à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la Chambre des représentants. Et en Russie, c'est ce qu'on appelle les JET.
Bon, le représentant qui représente qui? Le peuple. Voilà. Est-ce que ces représentants-là, vous voyez ce qui se passe ici à Kinshasa généralement? Tous ces gens-là qu'on a votés, maintenant que nous allons encore aux élections, il est difficile de voir 10% des élus être réélus. C'est parce que ces gens-là, dès qu'ils sont là, ils oublient qu'ils sont allés représenter le peuple, mais ils se font eux-mêmes chefs. Alors que le chef, c'est celui qui est dehors. Et vous demandez à votre chef-là, qui est dehors, qui est resté, qui vous a mandaté. C'est comme ici, nous sommes à Congo Web, le patron de Congo Web, Chabani Record, dit, mais Paulette, il y a une cérémonie à l'hôtel du fleuve. Tu vas me représenter. Tu vas là-bas, après tu demandes à Chabani, tu dis, bon, est-ce que tu peux d'abord danser avant que je ne te fasse rapport? C'est ce qui arrive avec vos politiciens. Un représentant qui va au palais du peuple, il n'a plus besoin de consulter ceux qui sont restés dehors. Non, bien au contraire, il veut qu'on l'appelle préso pour qu'il donne 100 francs, 200 francs. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est ça le problème que nous avons. Les dirigeants doivent tenir compte des dirigés parce qu'ils ne dirigent pas pour eux-mêmes. C'est ça ce qu'on appelle la question d'intérêt général. Mais quelle est la vraie information maintenant que nous, comme nous sommes face à ce peuple qui nous suit, je sais qu'Info 7 est réellement suivi, le 17 juin 2015, qu'est-ce qui va se passer? Le ministre l'a dit, donc ça va continuer. Donc, si je peux citer votre chaîne, Molière Télévision va continuer à émettre, Congo Web va continuer à émettre, Numérica va continuer à émettre, Africa TV va continuer à émettre, toutes les chaînes vont continuer à émettre, mais ceux qui ont la capacité de basculer sur la TNT, ben, eux vont basculer. Et il y en a combien qui ont déjà cette facilité, si vous êtes fouineurs, je sais, qui ont déjà eu cette facilité de basculer sur la TNT? D'abord, il y a une difficulté parmi les patrons des chaînes. Ils se rencontraient dans leur cadre pour parler comment discuter avec le gouvernement, tout et tout, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de basculer tout de suite, pendant que les autres faisaient autre chose en coulisses. Ils s'organisaient, ils prenaient des dettes, ils n'ont pas été sincères entre eux-mêmes. Il y a ceux qui disaient, non, moi j'apprête mes matériels, dès qu'on bascule, les autres vont tomber, moi je vais rester là. Mais il y aura une difficulté parce qu'on va mettre les clés. On va mettre les clés sur chaque chaîne. Certainement que le ministre des Communications et Médias, il a affirmé que nous allons marcher avec les deux mondes, l'analogique et le numérique. Au fur et à mesure pour que, quand on verra que ça fait maintenant aller, on bascule tout de suite. C'est bien bon. Mais le problème n'est même pas ce stade-là. Le problème, c'est la population. Nous avons parlé de la population de Tchang. Nous avons parlé de ceux qui habitent Selembao et autres. Cette population-là, parce que le numérique ne se limite pas à l'achat du décodeur. Ce n'est pas ça. Même si on mettait à $1 le décodeur, même si on mettait à $50, à $100, quelqu'un peut se battre. Comme il achetait son poste téléviseur, il achète le décodeur. Mais là où le problème se pose, c'est le paiement mensuel. Vous n'allez pas imposer aux gens parce qu'il n'y aura que la chaîne nationale qui va rester gratuite. Les autres, là, ça sera payable. Les autres, le Congo, les autres, il faut payer. Il faut payer parce qu'il y aura des clés. Il faut payer si tu as besoin de suivre Info 7. Il faut payer. Et payer là, tu vas payer l'abonnement d'un mois. Avec les problèmes que nous avons d'électricité ici. Je vois que Congo Web a cherché à contourner ça avec les panneaux solaires, tout et tout. Avec ça, vous habitez Sangamamba, vous habitez Kinkole là-bas. Les courants arrivent 2 fois le mois, Paulette. Tu as déjà payé l'abonnement, tu n'auras suivre la télévision que 2 fois. Et ça passe, vous devez encore payer l'abonnement. C'est ça la difficulté. Et les courants arrivent à quelle heure? Cet abonnement-là ne sera pas gratuit, les Mamba, pour les chaînes nationales, non? Et les Airs Tamboué, tu me confonds avec Ambroise Mamba. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir à haute voix. Excusez-moi. Et les Airs, ces décodeurs, on va le vendre, mais l'abonnement, ça sera gratuit. On va payer une seule fois pour toutes, non? Pour nos je ne sais pas si on va le vendre parce que... Mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore toutes les précisions par rapport à ça. Ça ne sera pas comme CanalSat ou comme StarTime. Non, ça ne sera pas comme ça. On va payer chaque mois. Ça sera comme ça. Ça sera comme BlueSat, ça sera comme StarTime, ça sera comme CanalSat. À la fin du mois. Et il y a des bouquets. Et vous allez avoir autant de décodeurs. Ne croyez pas que vous allez acheter un seul décodeur. Vous avez toutes les télévisions parce que c'est dans le bouquet. Ce qui va se passer, c'est quoi? On a mis peut-être Congo Web, Molière, Africa TV, Numérica. On les a mis dans un bouquet. Vous achetez ces bouquets-là et que vous avez besoin aussi d'une autre chaîne de télévision. Par exemple, on nous mettra tous dans un même bouquet, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ça ne sera pas ainsi.
Alors, c'est comme ça que vous trouvez... Les 50 chaînes ne seront pas dans... On a combien de chaînes? On a 52 chaînes. Je ne sais pas toutes les 50 chaînes. Toutes ces cinquantaine de chaînes ne seront pas dans un même bouquet. Ne seront pas dans un même bouquet. Ne seront pas dans un même bouquet. On va classer selon les capacités. Et quand on va classer, vous allez là-bas, vous achetez par exemple, vous trouvez les listes telles que vous voyez, et StarTime et autres, on vous montre que voilà, il y a telle chaîne que vous allez suivre à tel prix. Vous achetez s'il y a Congo Web. D'accord. Après Congo Web, vous avez besoin de suivre une autre chaîne de télévision. Par exemple, la RTVS 1. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes là, vous allez encore acheter un autre décodeur et vous allez payer encore l'abonnement là-bas. Ainsi de suite, vous risquez d'avoir 4 décodeurs à la maison et le paiement mensuel, l'abonnement pour suivre toutes ces chaînes de télévision. Ou soit, si vous n'avez pas de moyens, vous restez calé sur la RTNC seulement. Une précision de taille, hein, on m'a affirmé que toutes les chaînes privées seront gratuites. Source sûre, hein, donc toutes les chaînes, il faut qu'on tranquillise la population, toutes les chaînes privées seront gratuites dans ces décodeurs. C'est votre source. Moi, j'ai fait l'émission avec le ministre. J'ai fait l'émission avec le ministre de communication média qui m'a dit que d'accord, si aujourd'hui Chabani Record dit, bon voilà, que ça soit gratuit, c'est lui, ça constitue un manque à gagner pour lui et il va savoir comment se débrouiller pour répondre à ses besoins. L'unique chaîne qui est obligatoire, qui doit être gratuite, c'est la chaîne nationale. Et ce que j'ai dit ne vient pas de moi, j'ai fait un élément avec le ministre et c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, bon, si vous voulez, bon, vous dites que mon lien, voilà, je suis Papa Bonheur, ça doit rester gratuitement, vous laissez gratuitement et vous allez chercher comment vous retrouver. Donc on doit vraiment essayer d'avoir un même son de cloche par rapport à la télévision, parce que les médias, la presse, c'est un quatrième pouvoir. On doit vraiment essayer de vulgariser, parce que vous voyez, on a plusieurs sources, plusieurs sons de cloche par rapport à CNTNT. Il faut vraiment que les ministres et nous-mêmes, journalistes, essayons de fouiner encore pour avoir la vraie information. Vous affirmez que le ministre a dit que les chaînes privées seront payantes, et moi, ma source me dit que les chaînes privées seront gratuites. Donc on est en train de basculer entre diverses informations. Je crois que le ministre doit encore, et je crois que c'est son travail, vulgariser encore pour essayer d'apaiser la tension. Ce n'est pas seulement le ministre Paulette, parce que le ministre lui-même nous a dit qu'il y a une commission. Il y a une commission pour laquelle on a loué un local qui coûte cher, on a mis les moyens à la disposition. Que cette commission vulgarise, ne communique pas du tout. Il y a un déficit communicationnel par rapport à cette CNT. Mais tel que nous tâtonnons là, c'est parce qu'il n'y a pas aucune information. Et chacun interprète à sa manière. Dis-moi, qu'ils viennent me contredire pour me dire qu'on sera tous dans un même bouquet et puis toutes les chaînes privées seront gratuites. C'est faux. Moi, j'ai fait l'émission avec le ministre. Pourquoi ça inquiète? Si c'était que dès que vous achetez les décodeurs, eh bien, ça va. Toutes les chaînes privées, vous les suivez gratuitement. C'est la chaîne nationale qui est gratuite à suivre. Soit vous payez l'abonnement, vous suivez d'autres chaînes de votre choix, soit vous restez cantonné sur la RTNC. Point. Alors, par rapport à ce déficit de communication, nous exhortons donc, en tout cas ceux qui sont dans cette commission et même le ministre, de refaire encore, puisque la répétition est la mère des sciences, de marteler encore sur CNTNT, parce que c'est notre travail qui est mis en jeu, et bien la population aussi. Je crois que n'avoir que la RTNC comme seule chaîne de télévision, je crois que ça sera aussi un grave problème pour cette population. Nous poursuivons donc dans le volet sociopolitique, suivons cet élément sur l'atelier de réflexion par rapport aux élections et une énième déclaration de l'opposition par rapport aux grands enjeux de l'heure. Cette fois-ci, l'AETA a fait appel aux participants venus des provinces et ils ont répondu présents nombreux. À eux se sont ajoutés les acteurs politiques et scientifiques. Du coup, les tribunes de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito se sont invitées au débat. L'auteur de la République démocratique du Congo, État sans province, sans budget, et nouvelle province et élections locales, faillite de l'État, y a dépêché son assistant personnel, Maître Steve, qui apprécie à juste titre ses assises. Je pense que j'ai pour ces genres d'actions citoyennes, parce qu'en réalité, la démocratie ne peut jamais s'entendre sans une participation active des citoyens congolais. Et surtout, pour rechercher à ce que les élections soient réellement transparentes.
Bien plus, Maître Steve a démontré, chiffres à l'appui, les inquiétudes du député Mosito sur l'impossibilité d'installer maintenant de nouvelles provinces qui risquent fort de ressembler à des coquilles vides avec les difficultés budgétaires actuelles. Et Mosito a dit, Maître Steve, finit par proposer la postposition des élections locales pour 2021. L'atelier d'aujourd'hui a comme valeur ajoutée la participation de nos points focaux de province et l'interaction avec les provinces par rapport à ce qui est en train d'être vécu aussi en province comme difficulté pour avancer dans le processus électoral. À l'issue des analyses et débats, il apparaît clairement que la CENI doit se désister d'organiser les élections par défi. Elle doit plutôt être à l'écoute de l'opinion. Laeta, Mosito, Lutundula, Jacques Njoli et tant d'autres ont parlé. La CENI va-t-elle les écouter? La question reste posée. Le Front populaire réuni dans cette salle devant la grande famille politique de l'opposition ne pas aller par quatre chemins. À l'en croire, la crise récurrente qui sévit en RDC demeure le principal défi à relever. La légitimité est un préalable pour stabiliser et gouverner correctement le pays. Il appartient par conséquent aux seules élites congolaises de résoudre cette question. Pour parvenir à ce résultat, la réconciliation nationale reste l'une des solutions. Le Front populaire a pour ce faire appelé au rassemblement de patriotes afin de répondre massivement à l'appel du chef de l'opposition, Étienne Tshisekedi, désormais candidat du peuple à l'élection présidentielle de 2016. Nous avons demandé à ces grands leaders de nous recevoir et de recevoir aussi tous ceux qui, au vu des circonstances difficiles auxquelles la nation doit faire face, souhaitent examiner avec lui les voies et moyens de réussir l'alternance qui se pointe à l'horizon. Pour François Mwamba, coordonnateur national du mécanisme des suivis, la promotion de la réconciliation nationale doit être placée parmi les actions prioritaires. Nous avons maintenant vocation à nous rapprocher du président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi, pour conférer avec lui, échanger avec lui, notamment sur ce que nous venons d'entendre, si telle est la volonté du président de la République. Il s'agit en effet de créer des conditions à partir desquelles la fameuse crise de légitimité que nous traînons depuis 1960 pourrait enfin trouver son épilogue, c'est-à-dire être achevée. Toutefois, selon le Front populaire, l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes reste le mode opératoire pour briser la crise de légitimité en République démocratique du Congo. Eliezer Tamboé, les élections approchent à grands pas, 2016, c'est déjà l'année prochaine, mais nous avons aussi ce découpage qui est constitutionnel, qu'on le veuille ou pas, c'est déjà mis sur sellette. Vous pensez que le découpage et les élections, ça va aller de pair, il n'y aura pas de couac par rapport à ça? Parce qu'on suit Adolphe Mosito qui le dit carrément, c'est presque infaisable de faire très bien les élections avec ce découpage. Vous savez que Paulette, j'ai félicité Adolphe Mosito parce qu'il a lancé les débats. Bien qu'il y a ceux qui mettent à l'injurier et tout. Non, c'est un débat scientifique, un débat intellectuel. Venez débattre. Comment on doit marcher? On se plante des moyens. On dit au même moment, c'est la disposition de la Constitution, on doit procéder au découpage. D'un côté. De l'autre côté, nous avons besoin des élections. D'abord, nous allons embrouiller la CENI par rapport aux circonscriptions électorales. De deux, ces provinces-là, est-ce que vous avez eu le temps, tout ce temps ici, ne fût-ce qu'à construire les infrastructures qui vont accueillir les bureaux? Rien du tout. On est là, on y va vaille. Aujourd'hui, c'est un autre débat au sein des communautés. Vous entendez ceux qui disent, vous allez par exemple dans la province d'Issankuru, où les Tétés là disent que nous devons aller à Lodja,
les autres disent que non, la loi dit que c'est les chefs-lieux du district qui doivent rester les chefs-lieux de la province à Lusamba. C'est un problème. Vous allez de l'autre côté aussi, entre les gens de Cabinda et ceux de Ngandajika. Ngandajika va se retrouver du côté Songe, alors que les gens qui sont là sont Luba. Ils se disent non, on ne doit pas aller là-bas, nous devons rester du côté Luba. Ça pose problème. Tout ça, même le Katanga, là où on a découpé partout. Bon, comment on va recevoir ces provinces-là? Ça, c'est d'un côté. Ils ont mis quel budget, quels moyens pour la faisabilité de ça? Et avant d'y arriver, tout de suite, vous lancez le découpage, vous lancez les élections. C'est pour embrouiller tout simplement le piste. Moi, je crois que la réflexion d'abord de l'ancien Premier ministre, en tout cas, elle est cohérente dans le sens qu'on ne doit pas marcher, on ne doit pas poursuivre des lièvres à la fois. Il fallait soit tout ce temps ici. Vous voyez même se préparer pour le découpage. Les histoires de l'identification, tout et tout. Non, l'identification dont on fait référence, c'est le ministère du Plan qui avait fait. Il y a tout un bureau qui s'occupe de ça. Il fallait le faire tout ce temps-là et ça pouvait nous aider à ce stade où nous sommes. Non, à l'approche des élections, on veut tout embrasser, l'identification, le découpage territorial et puis les élections. Ça ne doit pas se faire ainsi. Il y a aussi un autre grand problème, les Amamba, les jeunes qui auront 18 ans cette année et qui ne vont pas voter. Je crois que c'est une des batailles de l'opposition, qu'on intègre les 5 millions de jeunes qui doivent normalement voter en 2016. Est-ce que c'est faisable pour vous? Oui, mais Paulette, c'est la difficulté qu'a vos confrères qui veulent devenir déjà députés, qui ne savent pas ça. Vous allez à Selimbao, on va vous accueillir. Vous voyez une foule constituée généralement des jeunes. On vous dit, voilà, Paulette et Yewana, d'accord, mais vérifiez parmi eux là, combien ont des cartes d'électeurs. Et toi, tu vas dire, demain, tu vas dire aux gens que non, ils ont triché. Non, ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas triché parce que ceux qui vous suivent là n'ont pas de cartes, en majorité. Faites cette enquête-là, vous allez trouver que la majorité des Congolais, ce sont ces jeunes-là qui ont atteint l'âge. Ceux qui avaient 13 ans, ceux qui avaient 14 ans, ceux qui avaient 15 ans, aujourd'hui qu'on prive de voter. On vous dit non, écoutez, ça c'est quelque chose qui devrait se faire pendant les élections antérieures. On ne peut pas aujourd'hui les intégrer. Pourquoi ça pose problème? Non, ils disent que ce sont les arriérés. Ce sont les arriérés électoraux. Il faut d'abord appuyer ça. J'ai dit, mais il fallait s'occuper des arriérés des fonctionnaires qui ont besoin d'être payés au lieu de nous chanter ces histoires-là, arriérés. Maintenant, ces gens-là qu'on va voter, Paulette, on fait un petit calcul. On est à combien? La CENI avait enrôlé combien? Il y a eu combien de décès? Il y a eu combien de personnes qui ont perdu leur carte? Et combien de personnes qui vont voter? Ces gens-là qui seront votés auront quelle légitimité? C'est ça la crise de légitimité que nous risquons d'avoir. De revivre. Parce qu'on est là, dans une maison où il y a 20 personnes, et vous êtes là, c'est 2 personnes seulement qui optent pour. Les autres, vous les écartez, vous dites non, écoutez, c'est tout le monde accepté. Les quorums, qu'on dit même à l'Assemblée nationale, on dit que non, il faudrait que les quorums soient atteints pour que nous puissions siéger. Si le quorum n'est pas atteint, on ne doit pas siéger. C'est là que la CENI, qui fait des déclarations ici, non, voilà, on tient au calendrier. Et la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, qui a même une dictature, qui est là, qui impose son point de vue, qui ne veut pas écouter les gens. C'est une difficulté, et que les élections qu'on va organiser, si on doit organiser les élections dans ce sens, ce sera les élections bâclées. L'avant-dernier dossier de cette rétrospective, mesdames et messieurs, est consacré au rapport de l'UNESCO sur l'éducation et sur la clôture d'une conférence panafricaine tenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Que les parlements des États en situation devant la Cour pénale internationale prennent des mesures législatives en vue d'allouer un budget conséquent au mécanisme de lutte contre l'impunité des crimes internationaux et graves violations des droits humains. Que les parlements des pays en situation devant la Cour pénale internationale votent des lois de domestication des statuts de Rome, autrement dit, la loi de la mise en conformité des statuts de Rome dans leurs États respectifs. Que les États partis respectent la coopération avec la Cour dans l'exécution des mandats, selon les principes pacta sunt servanda, d'une part,
et que les États partis renforcent des sanctions contre les États insoumis d'autre part. Que les acteurs de la société civile des pays en situation devant la Cour pénale internationale travaillent en synergie pour apporter des alternatives concrètes pour surmonter les obstacles liés aux différentes faiblesses épinglées au cours des travaux de ce carrefour. Par rapport au renforcement des actions de plaidoyer de la société civile sur le terrain, en ce qui concerne les stratégies, que les sociétés civiles des pays en situation devant la Cour pénale internationale organisent une large campagne de sensibilisation auprès des juges et magistrats autour de la nécessité de lutter efficacement contre l'impunité des crimes internationaux et graves violations des droits humains. La RDC fait partie des 164 pays ayant signé pour l'attente au désengagement du Forum mondial sur l'éducation tenu au Sénégal en 2000. D'après les rapports de l'UNESCO, 84 pays, la RDC y compris, ont réalisé des progrès considérables dans les domaines de l'éducation. Par rapport à l'engagement alphabétisme des adultes, l'UNESCO confirme une amélioration de 50% car les taux d'adultes analphabètes a reculé légèrement de 18 à 14% entre 2000 et 2015. Parlant de la compétence des jeunes et des adultes, cette organisation des Nations Unies confirme une croissance du taux de scolarisation qui est passé de 71 à 85%, y compris les taux d'inscription dans le premier cycle. Mais la situation est restée stagnante au sujet de l'accès obligatoire à l'enseignement primaire gratuit de qualité pour tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté et ceux appartenant à des minorités ethniques. Ici, l'UNESCO signale à l'échéance 2015, 100 millions d'enfants seulement y ont accès, soit 1 sur 6 n'auront pas achevé ces cycles. Pour les cas congolais, il faut noter une amélioration de 50% du niveau d'alphabétisme des adultes. La parité des genres est passée de 0,78% à 0,90% au niveau du cycle primaire. L'amélioration de la qualité de l'éducation a connu un avancement à hauteur de 1% entre 2012 et 2013. En dépit de ces progrès réalisés tant au niveau international que national, l'UNESCO encourage le gouvernement congolais à améliorer les conditions de travail et le relèvement du niveau de qualification des enseignants, l'augmentation du budget alloué à l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, mais surtout la transformation des établissements d'enseignement général en établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Plusieurs recommandations de l'UNESCO, nous avons parlé d'éducation, nous avons martelé, on dit qu'on doit vraiment augmenter un peu le budget national par rapport à l'éducation. On en est maintenant à combien? À 10-15% ou on en est toujours à ce fameux 2%, 3% pour l'éducation nationale, au budget national? Je ne crois pas que ça a évolué, Paulette. On veut bien faire le théâtre à la télévision, mais quand vous descendez sur le terrain, c'est autre chose. Parmi les recommandations de l'UNESCO, j'ai entendu, on a parlé aussi de la CPI. Par moments, nous ratifions les choses sans comprendre l'essence. Alors que, selon le principe, une loi internationale ou un accord est au-dessus de vos lois, des lois locales ou des lois nationales. Dès lors que vous allez ratifier quelque chose, dès que vous êtes signateur d'une loi, donc ça vous impose. Vous n'avez plus besoin de brandir votre constitution. C'est au-dessus de tout ça. Aujourd'hui, nous devenons le premier client de la CPI, de la Cour pénale internationale. La RDC, premier client. Qu'est-ce que ça a changé depuis qu'on a commencé à arrêter les gens? Les guerres se sont arrêtées, les groupes armés. À quoi ça nous sert? Pendant que nous discutons, nous contestons notre justice, vous voyez ce qui s'est passé ici? On a accepté un Congolais d'être à la Cour pénale internationale. Donc, ils ont reconnu les compétences ici chez nous. C'est ce que nous ne reconnaissons pas nous-mêmes. Même dans le secteur médical. Je l'ai dit toujours, en Afrique du Sud, qui sont les plus grands docteurs? Ce sont les Congolais de chez nous. Il suffit seulement de les mettre dans de bonnes conditions. Nous allons ratifier
L'UNESCO a dit d'accord. L'OMS a dit d'accord, tout et tout. Nous acceptons. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut, on ratifie plus vite. Mais ça souffre parfois d'application et ça nous coûte cher. Je venais de dire ici, quand je parlais de la guerre à l'est du pays, nous avons la brigade d'intervention qui est venue uniquement traquer les groupes armés. Et ces gens-là ont déjà traqué quel groupe armé? Rien du tout. Mais c'est une charge sur nous. Dès qu'un seul élément de la MONUSCO, un casque bleu meurt, vous savez combien le Congo doit payer? C'est une difficulté. Nous sommes vraiment presque à la fin, je crois, mais je vais revenir sur la journée de la presse nous consacrée. Eliezer Ntambwe, pour vous qui exercez en République démocratique du Congo, est-ce que vous vous sentez libre d'exercer vraiment votre travail? C'est vraiment la toute dernière question. Est-ce que vous vous sentez libre d'exercer totalement ce métier de journaliste en République démocratique du Congo? Paulette, tantôt vous avez dit que j'étais des Molières télévision, alors que je ne suis pas des Molières. Je ne suis pas Jean des Molières télévision. Ok, mais souvent vos émissions passent là-bas. Oui, oui, Eliezer Ntambwe est journaliste à la RLTV. Eliezer Ntambwe, jusqu'à ce jour, il est directeur administratif et financier de la RLTV. Si je me sentais libre, ma chaîne émettrait. On va vous dire qu'il faisait l'apologie d'un M23, mais vous avez pardonné, amnistié le M23 ici. On va prendre Lumbala, on va nous coller. Combien de frères de Lumbala qui travaillent là-bas? Aucun de ses frères, aucun membre de son parti politique. Lumbala n'imposait rien aux gens. Me sentir libre. Après la RLTV, j'ai signé un contrat avec Canal King. Où est le signal de Canal King? Si on était libre. Me sentir libre. Pendant qu'on ne savait pas qu'on pouvait toucher au signal de la RTCE. Mais où est le signal de la RTCE? Me sentir libre. Le signal de Canal Futur est où? Me sentir libre. Où est Mike Mukebai? Me sentir libre. Tout ce que nous faisons ici. Donc, on est sous contrôle. On vous dit, mais non, la liberté, ce n'est pas ça. Nous connaissons nos politiciens. Je ne vais pas seulement vouloir aux gens de la majorité. Parce que même ceux qui sont dans l'opposition ne font pas la différence quand ils vont au gouvernement. Nous sommes là, le premier geste qu'a commis le vice-premier ministre Thomas Louaka quand il est arrivé aux affaires, c'est couper de l'Internet aux gens. C'est ça, ils viennent de l'opposition. Ils sont les mêmes, ces gens-là. En République démocratique du Congo, certainement, nous avons une petite liberté. Mais Paulette, j'ai entendu, parce que je n'étais pas invité ici, j'ai entendu les gens de l'UNPC citer autant de personnes qu'on a tuées, tout ça, tout ça. Mais surtout la dame qu'on a décapitée dans la province de l'Équateur. Ça me fait très mal. Mais moi ici, j'ai été arrêté combien de fois? Menotté comme un bandit parce que j'ai fait mon métier. Tu vois, je n'ai pas de biceps. Je ne sais même pas comment je fais quelqu'un. J'aime que vous soyez à distance pour que nous puissions discuter. Mais quand on a décapité notre consoeur là, je n'ai pas vu les gens avec des calicots dire « je suis tel ». On a oublié. Tout, on nous impose. Je suis Charlie, ça vient de là. La journée internationale. Vous avez entendu quand on a tué la dame ici de la RFI. On a fait de ça une journée internationale. Donc, tous ceux qui meurent ici, tous ces journalistes qui meurent ici, ne sont pas journalistes. Et nous allons suivre. Et le lendemain, nous grandissons notre souveraineté. J'ai dit, c'est pas normal. La journée de la presse, le ministre de la communication et des médias devrait s'impliquer pour la réouverture de ces 4 chaînes, pour la libération de Mike Mukebai, ainsi de suite. Donc, me sentir libre, je ne sais pas, vous ne savez pas combien de jours que je passe nuit chez moi, à la maison, et je deviens comme ça, alors que je ne suis pas habitué à découcher. Voilà, mesdames et messieurs, merci à Eliezer Ntambwe d'avoir accepté de passer à la barre. Merci en tout cas aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous font confiance chaque dimanche. Donc, je dédie donc cette émission à Léonie Kabengele qui fête son anniversaire et à ma très chère sœur Joël Kimuntu, maître Joël Kimuntu, merci, c'est votre anniversaire, je vous dédie donc cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux, merci pour vos remarques et suggestions. Comme l'a dit les ministres, nous allons continuer à émettre en analogie et en numérique jusqu'à ce que le tout dernier Congolais ait son décodeur ou sa télé TNT. Merci. Voilà, le message est passé. Voilà, nous allons nous retrouver vraiment avec le même plaisir, mesdames et messieurs, le dimanche prochain, Inch'Allah.